Je ne crois pas à la fatalité, ni au destin. En tant que technicien, j'ai l'habitude de m'en tenir au calcul des probabilités. Mais pourquoi une fatalité? Souvent, je me suis demandé ce que les gens entendent par expérience. Je suis technicien et j'ai l'habitude de voir les choses comme elles sont. Je vois la lune au-dessus du désert de Tamaulipas plus claire que jamais, cela se peut. Mais c'est une masse que l'on peut évaluer, qui tourne autour de notre planète, un phénomène de gravitation. Intéressant, mais pourquoi une expérience? Je vois les rochers dentelés, noirs devant le clair de lune. Ils ressemblent, cela se peut, aux échines dentelées d'animaux préhistoriques, mais je sais, ce sont des rochers, de la pierre, probablement volcanique. Il n'existe plus d'animaux préhistoriques, à quoi bon me les imaginer? Je ne vois pas non plus d'anges pétrifiés, j'en suis navré, ni des démons. Je vois ce que je vois, les formes habituelles de l'érosion et mon ombre allongée sur le sable. Je ne vois pas non plus de déluge, mais du sable éclairé par la lune. Je ne trouve pas cela fantastique, mais explicable. Ce que je vois, ce sont des agaves, une plante qui ne fleurit qu'une seule fois et meurt ensuite. Je sais aussi que je ne suis ni le premier, ni le dernier homme sur cette terre. Pourquoi devrais-je voir ce qui n'existe pas? Je ne peux pas non plus me décider à entendre quelque chose comme l'éternité. Je n'entends rien du tout, à part le ruissellement du sable à chaque pas. Il n'y avait absolument rien à filmer. Je n'en revenais pas. Comme le temps passe, comme on vieillit. Je cherchais mon Hermès Baby et y insérais une feuille. J'écrivis donc à Ivy. Voilà longtemps que j'éprouvais le besoin de faire table rase. Pour une fois, je trouvais enfin le calme et le temps, le calme de tout un désert. Ivy était mannequin. Elle choisissait ses habits d'après la couleur de la voiture, je crois. La couleur de la voiture selon son rouge à lèvres ou le contraire. Je ne sais pas. Je connaissais tout juste son éternel reproche, que j'avais absolument pas de goût et que je ne voulais pas l'épouser. Que je suis un égoïste, selon elle, une brute. Un barbare pour ce qui est du goût, un monstre pour ce qui est des femmes. Je connaissais ses reproches et j'en avais plein le dos. Que par principe je ne voulais pas me marier, combien de fois ne l'avais-je pas répété? Ivy s'était mise à pleurer, elle avait donc bien entendu ce que j'avais dit. Je n'ai pas épousé Anna que j'aimais, alors pourquoi épouserais-je Ivy? En ce qui concerne Anna, je n'aurais de toute manière pas pu l'épouser. J'étais alors assistant à l'école polytechnique de Zurich et je gagnais 300 francs par mois. Il ne pouvait être alors question de mariage d'un point de vue matériel, sans compter tout le reste. Anna ne m'a d'ailleurs jamais reproché de ne pas l'avoir épousée. Moi, j'étais prêt à le faire. En réalité, c'était Anna elle-même qui ne voulait pas se marier. Nous étions tous deux beaucoup trop jeunes, sans compter mes parents qui trouvaient Anna très sympathique, mais craignaient pour ma carrière si j'épousais une demi-juive. Souci qui m'irritait et me faisait carrément enrager. Contrairement à mon père, je n'étais pas, je crois, antisémite. J'étais simplement trop jeune, comme la plupart des hommes au-dessous de 30 ans. Pas assez mûr pour être père. J'étais prêt à épouser Anna. Je n'étais pas un lâche, sans compter que nous nous aimions vraiment. Anna était alors enceinte. Elle a prétendu que j'étais mortellement effrayé, ce que je conteste encore aujourd'hui. Je lui demandais simplement « Tu es sûr ?» ce qui me paraît une question réaliste et raisonnable. Et textuellement, « Si tu veux avoir ton enfant, nous devons évidemment nous marier. » Puis plus tard son reproche, que j'avais parlé de « devoir ».
Plus tard, Anna prétendit que j'avais été soulagé qu'elle n'ait pas voulu garder l'enfant, et carrément réjoui, et que c'était la raison pour laquelle j'avais passé mon bras autour de ses épaules, lorsqu'elle s'était mise à pleurer. Et puis un seul mot de sa part. Fini. J'avais dit « ton enfant » au lieu de dire « notre enfant ». C'était cela qu'Anna ne pouvait pas me pardonner. Un samedi matin, nous sommes allés à l'hôtel de ville pour la cérémonie nuptiale. Ça grouillait de couple, comme d'habitude le samedi. Lorsqu'à un moment donné, Anna sortit, je ne pensais pas à mal. On parlait, on fumait. Lorsqu'enfin le fonctionnaire nous appela, Anna n'était pas là. Nous l'avons cherchée et nous l'avons trouvée dehors au bord de la Limate. Elle refusa de retourner à la mairie. Elle disait qu'elle ne pouvait pas. Je cherchais à la convaincre. Tout autour de nous, les cloches sonnaient 11 heures. Je la suppliais de ne pas se faire de soucis, mais en vain. Elle secouait la tête et pleurait. Elle disait que je me mariais uniquement pour prouver que je n'étais pas antisémite. Il n'y avait rien à faire. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Arrivés à New York, nous voilà assis dans notre Studebaker. Ivy nous conduisait à mon appartement. Pas un mot de ma lettre du désert. Je lui ai demandé si elle avait reçu ma lettre. Je lui avais écrit que c'était fini, noir sur blanc. Elle ne l'avait tout simplement pas cru. Je n'avais pas compté revoir Ivy, et surtout pas dans cet appartement qu'elle appelle notre appartement. Elle avait acheté des fleurs, bien que les fleurs ne me disent rien, et puis du homard avec du sauterne pour fêter mon retour du désert. Peut-être bien qu'Ivy m'aimait. Je n'ai jamais eu de certitude avec les femmes. Il était 18 heures, et je savais parfaitement ce qui allait se passer au cours de cette longue soirée. Il arriva très exactement ce que je n'avais pas voulu. Une heure plus tard, on était assis l'un à côté de l'autre. Ivy dans sa robe de chambre, dont je lui avais fait cadeau pour Noël, et on mangeait du homard, on buvait du sauterne. Je la détestais. Je me détestais moi-même. Ivy se coiffait pour la 3e fois. Ivy trouvait que je manque d'humour. Je me tenais près de la fenêtre et détestais tout ce temps que j'avais passé dans ce Manhattan, mais surtout dans mon appartement. Lorsque nous trinquâmes avec nos verres à moitié pleins,
Ivy me souhaita un heureux voyage, une heureuse vie enfin, sans m'embrasser. Nous avons bu debout, comme dans une réception diplomatique. Et c'est debout que nous fîmes nos adieux. Je l'embrassai. Elle refusait mon baiser. Elle était là, comme un mannequin d'osier. Elle était ravissante. Tandis que je la tenais, sans vouloir autre chose qu'un dernier baiser, et que je sentais son corps, elle détourna son visage. Je l'embrassai malgré elle, tandis qu'Ivy fumait et ne lâchait pas sa cigarette. J'embrassai son oreille, son cou tendu, sa tempe, ses cheveux amers. J'ai horreur des adieux. J'étais assis dans un bar, au bord du Hudson. J'avais l'impression de commencer une nouvelle vie, peut-être simplement parce que je n'avais encore jamais voyagé en bateau. En tout cas, je me réjouissais pour ce premier voyage en bateau. Je me réjouissais de vivre, comme un gamin, comme je ne l'avais plus fait depuis longtemps, mon premier voyage en bateau. J'allumai une cigarette et me demandai ce que, jeune homme, on avait bien pu attendre de la vie. Je filmais tout le départ, tant qu'on voyait Manhattan. Ce fut peu après la sortie du port que j'aperçus pour la première fois la jeune fille à la queue de cheval roux. Il fallait se réunir dans la salle à manger et faire la queue pour les cartes de table. Devant moi, une jeune fille. Je ne pouvais pas voir son visage, rien que sa queue de cheval roux qui brandillait à chaque mouvement de sa tête. Elle portait, je m'en souviens parfaitement, un pull-over noir à col roulé, avec cela un collier en bois ordinaire, des espadrilles, le tout plutôt bon marché. Elle fumait, un gros bouquin sous le bras, et dans la poche arrière de son jean noir, il y avait un peigne vert. Son visage, je le répète, je ne le voyais pas. J'essayais de deviner son visage. Entre-temps, la dernière côte américaine, Long Island, avait disparu. Tout autour de nous, rien que de l'eau. Sabeth jouait au ping-pong. Elle jouait avec un jeune homme. Ses yeux gris hauts, comme souvent chez les roux. Je repris ma promenade. Lorsque je retournais avec manteau et caméra pour filmer le coucher du soleil, les 2 raquettes de ping-pong étaient posées sur la table verte. Il n'y avait rien à voir, de l'eau tout autour de nous. Une fois, un cargo à l'horizon.
je n'étais pas amoureux. Au contraire, elle me fut plus étrangère que jamais jeune fille ne l'avait été. Nous aurions tout aussi bien pu passer simplement l'un à côté de l'autre. Pourquoi une fatalité ? Cela aurait aussi bien pu se passer tout autrement. Elle me plaisait, mais je ne flirtais absolument pas avec elle. J'avais oublié qu'on pouvait être aussi jeune. Je crois qu'elle éprouvait un peu de sympathie pour moi. En tout cas, elle me faisait signe quand elle me voyait sur le pont, couché dans son transat. Elle m'appelait « Hello, Mr. Faber !» Puis elle reprenait aussitôt son livre. De nouveau, sa jeunesse me stupéfia. On se demande alors si on n'a jamais été aussi jeune soi-même. Je me disais que probablement toute jeune fille me rappellerait d'une manière ou d'une autre Anna. Je pensais de nouveau plus souvent à Anna ces jours-ci. Sabeth était jeune, comme Anna était jeune jadis. Cela ne m'intéressait vraiment pas de savoir si une fille comme Sabeth avait déjà connu des hommes ou non. Je me posais simplement la question. Sabeth me donnait 40 ans, et quand elle apprit que j'en aurais bientôt 50, elle n'était pas plus étonnée que cela. Elle-même avait 20 ans. Ce qui me frappait le plus, c'était pendant la conversation sa façon de rejeter en arrière sa queue de cheval, afin de marquer son désaccord. Mais avant tout, les rides sur son front quand une de mes plaisanteries, qui pourtant la faisait rire, lui paraissait stupide. Sabeth, la plupart du temps dans son maillot de bain. Elle était plongée dans son gros bouquin et quand elle parlait de Tolstoï, je me demandais vraiment ce qu'une jeune fille comme elle pouvait bien savoir des hommes. Un jour, je la filmais. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle tira la langue. Je continuais à la filmer, jusqu'à ce que, furieuse, elle m'engueulait carrément en me demandant « Que me voulez-vous au juste ?» Vous m'observez tout le temps, Mr. Faber, je n'aime pas ça. Je ne lui étais finalement pas sympathique. Ça, c'était clair et je n'espérais plus rien. Je ne comptais plus sur elle, sans être vexé. J'ai toujours été ainsi. Je ne me supporte pas moi-même quand j'importune les autres, et cela n'a jamais été mon genre de courir après des femmes qui ne veulent pas de moi. Je la trouvais belle. Pas excitante, juste très belle. Je ne m'imaginais alors pas un instant que nous irions ensemble à Rome, Sabeth et moi. Notre voyage tirait à sa fin. Je le regrettais, quand je pensais qu'on allait se quitter dans 24 heures.
Je devenais sentimental, ce qui d'habitude n'est pas vraiment mon genre. J'avais de la peine à m'imaginer qu'on ne se verra plus jamais. Il y avait grand bal, comme il est de coutume apparemment. C'était la dernière soirée à bord, et par hasard le jour de mon 50e anniversaire. Bien entendu, je n'en dis rien. J'étais parfaitement à jeun, et lorsque Sabeth venait me retrouver, je lui ai dit aussitôt qu'elle allait prendre froid. Sabeth dans sa robe du soir légère. Elle voulait savoir si j'étais triste, parce que je ne dansais pas. Pourquoi aurais-je été triste ? Sa supposition que je suis triste parce que seul m'agaçait. J'ai l'habitude de voyager seul. Je vis dans mon travail comme tout homme qui se respecte. Au contraire, je ne cherche rien d'autre et je m'estime heureux de vivre seul. À mon avis, la seule vie possible pour un homme. J'aime me réveiller seul, ne pas devoir parler. Une conversation sur l'amour et le mariage, aucun homme ne supporte cela, je crois, à moins d'être hypocrite. Où est la femme qui comprend cela ? Il suffit qu'on me demande comment j'ai dormi, et je suis aussitôt déprimé. Des caresses le soir, oui, mais des caresses le matin, je ne le supporte pas. Du sentiment le matin, aucun homme ne supporte cela. Et plus de 3 ou 4 jours de vie commune avec une femme, cela fut toujours pour moi le début de l'hypocrisie. Le petit déjeuner avec une femme, oui, exceptionnellement, en vacances. Petit déjeuner sur un balcon, mais franchement, je n'ai jamais supporté cela plus de 3 semaines. Rien que le spectacle d'une chambre à coucher conjugale, à moins que ce ne soit une chambre d'hôtel qu'on peut bientôt quitter, mais une chambre à coucher conjugale, en tant que disposition durable, et je songe aussitôt à la Légion étrangère. Sabeth me trouvait cynique, mais c'est la stricte vérité. Je ne suis pas cynique, je suis simplement réaliste, ce qu'aucune femme ne supporte. Je ne peux éprouver des sentiments à longueur de journée. Être seul est ce qui me convient le mieux, car je ne tiens pas à rendre une femme malheureuse, et les femmes, c'est ce qu'elles cherchent, c'est d'être malheureuses. Aussitôt qu'elles s'ennuient, elles vous reprochent de manquer de sentiments. Dans ce cas, à vrai dire, je préfère encore m'ennuyer tout seul. Les sentiments, ai-je constaté, sont des symptômes de fatigue, rien de plus, tout au moins chez moi. Je l'admets, être seul n'est pas toujours drôle. Tout cela n'est pas tragique, simplement pénible. On ne peut pas se dire bonne nuit à soi-même. Est-ce là une raison pour se marier ? Je pensais à Ivy. J'entends sa question « You are happy ?» et je ferme les yeux pour penser à Ivy que je tiens dans mes bras. Je me trouve devant la fenêtre ouverte et fume enfin ma cigarette, tandis qu'à côté Ivy prépare le thé. Et je me souviens soudain de la date. D'ailleurs, elle n'a aucune importance, cette date. Puis j'entends que quelqu'un est entré dans la pièce. Je me retourne. C'est Ivy en robe de chambre qui apporte nos 2 tasses. Puis je m'approche d'elle et lui dis « Ivy », et je l'embrasse, car c'est une brave fille, bien qu'elle ne comprenne pas que je préférerais être seul. Tout cela semble n'avoir jamais existé. Après, tout est comme oublié.
Sabeth me demanda à quoi je pensais tout le temps. Je ne savais pas. Et elle, à quoi pensait-elle? Elle le sut sans hésiter. Vous devriez vous marier, Mr. Faber. Je savais exactement à quoi je pensais, mais il n'y a pas de mots pour le dire. Je bus ma bière et cherchai à me souvenir si jadis, avec Anna, ça avait été absurde aussi, si ça avait été toujours absurde. J'agitais mon verre pour sentir le fumer et je ne voulais pas penser à l'accouplement du mâle et de la femelle, malgré l'image soudaine qui s'imposa malgré moi. Étonnement, frayeur, comme dans un demi-sommeil. Son visage d'Anna jeune fille. Elle me demanda une cigarette. Elle voulut encore savoir ce que je ruminais ainsi tout le temps, et il fallut bien dire quelque chose. Je lui donnai du feu, ce qui illumina son jeune visage, et lui demandai si elle voulait bien m'épouser. Sabeth rougit. Était-ce sérieux? Pourquoi pas? J'avais dit ce que je n'avais jamais voulu dire, mais c'était dit. J'appréciais notre silence. J'étais à nouveau absolument lucide, avec cela aucune idée de ce que je pensais. Probablement rien. Ma vie était entre ses mains. Lorsque Sabeth me demanda si vraiment c'était sérieux, je l'embrassai sur le front, puis sur ses paupières froides et palpitantes. Elle grelottait de tout son corps. Puis sur la bouche, j'en fus effrayé. Elle m'était plus étrangère que jamais jeune fille auparavant. Sa bouche entr'ouverte, c'était impossible. Je buvais les larmes qui s'échappaient de ses yeux. Il n'y avait rien à dire. C'était impossible. Le lendemain, arrivé au Havre. Il pleuvait lorsque la jeune étrangère à la queue de cheval roussâtre franchit la passerelle, les deux mains chargées de bagages, ce qui l'empêchait de faire signe. C'était le printemps. Nous étions assis dans les Tuileries. Elle croyait vraiment que c'était par hasard que nous nous étions retrouvés dans Paris. Si on allait boire un café, dis-je. Oh, dit-elle, très volontiers. Elle alla s'asseoir dans le café. J'étais heureux. Je bus mon Pernod sans me presser. Je l'observais à travers la vitre de la terrasse. Elle attendait, elle fumait et regardait sa montre. C'était vraiment une enfant, bien que fumeuse invétérée. J'étais heureux comme jamais auparavant dans ce Paris, et j'attendais le garçon pour payer, pour pouvoir m'en aller de l'autre côté, rejoindre la jeune fille qui m'attendait.
En traversant la place de la Concorde, elle me donna le bras. Je ne m'étais pas attendu à cela. Pour ne pas me faire d'illusions, je me dis, elle se réjouit de notre rencontre parce qu'elle n'a presque plus d'argent. Pas moyen de faire sortir de sa petite tête l'idée d'aller à Rome en autostop. Je n'osais pas demander « Que faites-vous donc ce soir ?» Je savais de moins en moins quel genre de jeune fille elle était réellement. À Avignon, où nous avons passé la première nuit, nous avons logé, cela va de soi, dans le même hôtel, mais pas au même étage. Je n'ai pas songé un instant que nous en arriverions là. Je m'en souviens parfaitement. C'était la nuit de l'éclipse de lune qui nous a surpris. Sabeth trouva alors, je me souviens de cela, pour la première fois que je nous prenais au sérieux, nous deux, et m'embrassa comme jamais auparavant. Et pour la première fois, j'avais l'impression confuse que cette jeune fille, que jusqu'à présent je tenais pour une enfant, était amoureuse de moi. En tout cas, c'est elle qui, cette nuit-là, quand nous sommes restés dehors jusqu'à trembler de froid, est venue dans ma chambre. Notre voyage en Italie. Je ne peux en dire qu'une chose, c'est que j'étais heureux, parce que Sabeth aussi, je crois, était heureuse, malgré la différence d'âge. La seule chose qui m'ennuyait, c'était son appétit d'œuvres d'art, sa manie de vouloir tout regarder. Je n'ai que faire des musées. Je l'observais. Je la suivais dans d'innombrables musées simplement pour être près d'elle, pour tout au moins la voir dans le reflet d'une vitrine qui fourmillait de tessons étrusques. Son jeune visage, son sérieux, sa joie. Elle continuait à me trouver cynique, non pas à son égard, mais à l'égard de la vie en général, et ironique, ce qu'elle ne supportait pas. Et souvent, je ne savais plus quoi dire. M'écoutait-elle seulement? J'avais nettement l'impression de ne plus comprendre la jeunesse. Je ne me prenais pas au sérieux moi-même et il y avait toujours quelque chose qui me rendait jaloux, bien que je faisais un effort pour être jeune. En ce sens, elle n'était pas toujours facile, notre odyssée, souvent cocasse. Je l'ennuyais avec mon expérience de la vie, et elle me vieillissait en guettant du matin au soir mon enthousiasme. Elle se réjouissait de voir Tivoli, de voir maman, de voir arriver le petit déjeuner, de l'avenir, d'avoir des enfants, de son anniversaire, d'écouter un disque, de choses définies et surtout indéfinies. Tout ce qui n'existait pas encore. J'en étais jaloux, il se peut, mais il n'est pas vrai que je ne sache pas me réjouir. Je jouissais de chaque instant qui en quelque sorte s'y prêtait. Il est vrai que je ne fais pas de culbute, et que je ne chante pas. N'empêche que je suis tout à fait capable de me réjouir, moi aussi. Ce dont je me réjouissais le plus, c'était sa joie. Je m'étonnais parfois qu'elle chante pour si peu, pour rien du tout au fond. Sa ressemblance avec Anna me revenait de moins en moins à l'esprit, plus nous devenions intimes, la fille et moi. Je songeais au mariage comme jamais auparavant. De jour en jour, j'espérais pouvoir parler avec elle. J'étais décidé à être franc. Seulement, j'avais peur qu'elle ne me croie pas et qu'elle se moque de moi. Elle ne songeait pas au mariage.
Nous voilà en pèlerinage à la Via Appia, 3 kilomètres à pied. Nous étions couchés à l'ombre d'un pin et fumions une cigarette. Je savourais le plaisir de ne rien avoir à visiter. Cela me suffisait d'être couché dans l'herbe, sa tête sur mon épaule. Sa bête me surplombant, debout à côté de moi, tandis que j'étais couché par terre. Elle avait les 2 mains dans les poches, puis ses cheveux dans le ciel bleu vif, debout dans le vent, mince et droite. Avec cela, muette comme une statue. La Via Appia, reine des routes, construite en 312 avant Jésus-Christ par le censeur Appius Claudius Caecus. Aujourd'hui encore, j'entends sa voix de paix de cœur. À un moment, je lui demande « Quel est le prénom de ta mère ?»« Qu'as-tu demandé ?»« Quel est le nom de ta mère ?» ?»« Piper, dit-elle. Comment veux-tu qu'elle s'appelle ?» Je voulais dire son prénom, évidemment. Anna. Puis mes questions. Maman a-t-elle fait ses études à Zurich ? Il s'agissait pour moi, bien sûr, de connaître les dates exactes. À l'époque, je n'y étais pas, dit-elle. Ma dernière question. Et son nom de jeune fille, Landsberg ? J'avais lâché son bras, épuisé. Il me fallait toute ma force simplement pour rester assis. J'avais espéré qu'elle se sauverait maintenant. Tu as connu maman ? Je hoche la tête. Non, dit-elle. Vraiment ? Vous vous êtes connus, dit-elle, lorsque maman faisait encore ses études ? Elle trouvait ça épatant. Tout simplement épatant. Tiens, dit-elle en s'en allant, je vais le lui écrire, cela lui fera plaisir à maman. Aujourd'hui que je sais tout, il m'est incompréhensible qu'après la conversation de la Via Appia, je n'avais pas encore tout compris. Sa bête, la fille de Anna. Ce qui me passa par la tête, il n'était sans doute plus question de mariage.
Je tenais sa tête de manière qu'elle ne put pas bouger des deux mains, mes mains comme un étau. Elle ferma les yeux. Je ne l'embrassai pas. Je tenais simplement sa tête, comme un vase, légère et fragile, puis de plus en plus lourde. Jusqu'à ce qu'elle ouvrit lentement les yeux pour voir ce que je voulais au juste. Je ne le savais pas moi-même. Puis ma question. « Laisse-moi, dit-elle. » J'attendais sa réponse. « Non, dit-elle. Tu n'es pas le premier homme dans ma vie. Tu le savais bien. » Rien. Je ne savais rien. « Non, disait-elle, ne te fais pas de soucis. » La manière dont elle écartait les cheveux de ses tempes. Elle prit son peigne dans sa poche pour se coiffer. Elle tenait une épingle entre ses dents. Puis la Via Appia, à pied. Nous sommes restés jusqu'à minuit dans cette pizzeria populaire, entre le Panthéon et la Piazza Colonna. Sur le chemin de notre hôtel Via Veneto, nous étions gais. Non pas saoux, mais carrément spirituels. Je ne sais pas combien de temps je restais debout dans ma chambre, sans tirer les rideaux. Une chambre de grand hôtel, beaucoup trop grande, beaucoup trop haute. « Sabette, demandai-je, qu'y a-t-il » Elle se tenait devant ma porte, sans frapper. Elle était pieds nus et portait son pyjama jaune. Elle ne voulait pas entrer, mais seulement redire bonne nuit. Je vis ses yeux pleins de larmes. « Pourquoi veux-tu que je ne t'aime plus » demandai-je. Tout à coup, ses sanglots.
Je l'avais couverte car la fenêtre était ouverte et la nuit était fraîche. J'étais couché à côté d'elle. Je ne pouvais pas bouger. Sa tête reposait sur mon épaule. J'entendis sonner une heure après l'autre tandis que Sabeth dormait, la chaleur de ses cheveux et de sa respiration. En quoi suis-je donc coupable? Je l'ai rencontrée sur le bateau, une jeune fille avec une queue de cheval qui brandillait devant moi. Je l'avais remarquée, je lui ai adressé la parole comme les gens s'adressent la parole sur ce genre de bateau. Je ne lui ai pas couru après, je ne lui ai pas raconté d'histoire, au contraire. Je lui ai parlé plus ouvertement que je n'en ai l'habitude. Je lui ai proposé le mariage sans être amoureux, et nous avons compris aussitôt que c'était un non-sens, et nous nous sommes quittés. Pourquoi l'ai-je cherché alors à Paris? Pour ce qui est de l'accident, c'est une plage plate. À l'instant où j'entends son cri, je suis au moins à 50 mètres. Je vois que Sabeth a sauté sur ses pieds. Je crie « Qu'y a-t-il » Elle court sans répondre. M'a-t-elle entendu? Je ne sais pas. Je lui crie de s'arrêter, comme paralysée. J'ai de la peine à la suivre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Sabeth en haut du talus. Elle tient la main droite sur le sein gauche, attend et ne donne aucune réponse. Puis cette absurdité de reculer lentement devant moi, alors que je veux simplement lui venir en aide, jusqu'à ce qu'elle tombe en arrière, par-dessus le talus. Je n'avais pas vu le serpent, mais simplement entendu crier Sabeth. Lorsque j'arrivai, elle était sans connaissance. Je l'avais vue tomber, je courus vers elle. Elle était couchée sans connaissance à la suite de sa chute, supposai-je. Ensuite seulement je vis la morsure au-dessus de la poitrine, petite, 3 points rapprochés l'un de l'autre. Je compris aussitôt. J'appelai au secours, mais j'avais déjà perdu le souffle avant d'atteindre la route, la blessée dans les bras, j'enfonçai dans le sable. Et mon désespoir lorsque je vis passer la Ford. Je criai, aussi fort que je pus, mais la Ford passa. Je la déposai sur le talus au bord de la route, parce que de toute façon il était insensé de courir. Je ne pouvais tout de même pas la porter jusqu'à Athènes. Lorsque je suçai à nouveau la petite plaie au-dessus du sein, je vis que Sabeth revenait lentement à elle. Ses yeux grands ouverts, mais sans regard, elle se plaint seulement d'avoir soif. Sa voix tout enrouée, son pouls très lent, puis des vomissements accompagnés de sueur. C'était la bonne route, mais pas un véhicule à l'horizon. Je pouvais appeler et crier autant que je voulais. Il était midi, un silence de mort. Je pleurais. Heureusement que j'aperçus à temps le camion, si bien que je pus courir sur la route. Il stoppa.
J'étais à présent assis à côté du conducteur, la blessée dans mes bras. À Éleusis, où il a dû prendre de l'essence, nous avons perdu encore un quart d'heure. Dans la côte de Davigny, nous n'avancions guère. Jamais je n'oublierai ce parcours. Sa bête dormait, et je ne savais pas si elle allait jamais rouvrir les yeux. Puis les retrouvailles avec Anna à Athènes. Elle parlait avec une diaconesse. Je savais où j'étais et voulais demander si l'opération était faite. Ma frayeur que l'enfant soit morte. Soudain, j'ai les yeux ouverts. La chambre blanche, la dame qui se tient devant la fenêtre et croit que je dors, et que je ne la vois pas. Une étrangère. Son visage, je ne le vois pas, juste sa nuque, l'arrière de sa tête. Elle regarde par la fenêtre où il n'y a rien à voir à part les stores. De temps à autre, elle prend un mouchoir pour se moucher, le froisse nerveusement et le remet dans sa main. Ce pourrait être un médecin, une avocate ou quelque chose de ce genre. Elle ne dit pas un mot mais me regarde simplement. Elle fumait. « Comment ça va ?»« Espérons pour le mieux, dit-elle. C'est fait. Espérons pour le mieux. » Elle vit ? Oui, dit-elle. Je ne songeais pas un instant qu'on ne s'était pas parlé depuis 20 ans. Nous avons parlé de l'opération faite 1 heure avant. Rien de plus. Nous attendions tous les deux des nouvelles du médecin. « Vous êtes allé à Corinthe aujourd'hui ?» demande-t-elle. « Depuis quand êtes-vous en Grèce ?» Elle demanda sans me regarder. « Que s'est-il passé entre vous ?» Le médecin qui avait vu sa bête nous tranquillisa. Il comprenait l'anglais et répondait en grec. Anna me traduisait l'essentiel, son explication. Pourquoi ce n'était pas une vipère commune, mais un aspic. Je ne voulais pas quitter l'hôpital sans avoir vu sa bête, ne serait-ce qu'1 minute. C'est peut-être une chance que l'enfant ne nous ait pas reconnus. Elle dormait la bouche ouverte. Elle était très pâle, son oreille comme de marbre. Elle respirait au ralenti, mais régulièrement, pour ainsi dire contente. Et à un moment donné, tandis que je me tenais devant son lit, elle tourna la tête de mon côté. « Viens, dit Anna, laisse-la. » Puis, son appartement. Anna l'étrangère, mais la mère de sa bête. De temps en temps, je m'étonne qu'on se tutoie si facilement. Se revoir après 20 ans. Je n'avais pas compté là-dessus. Anna non plus, d'ailleurs. Elle a raison. Il y a 20 ans, exactement.
Le principal, c'est que l'enfant soit sauvé. Je me le répétais sans cesse, tandis que je disais n'importe quoi, ou me taisais. Je lui dis « Tu n'as pas changé. »« Tu trouves ?» demanda-t-elle. « Toi, as-tu changé ?»« J'ai toujours cru que tu étais fâché à jamais avec moi. » Anna, simplement étonnée. « Pourquoi t'en vouloir ? Parce que nous ne nous sommes pas mariés, dit-elle. Ça aurait été un malheur. Je ne pouvais déjà plus m'imaginer Anna. Anna jadis, Anna aujourd'hui, ni l'une ni l'autre au fond. Anna au téléphone. Elle avait appelé l'hôpital. Elle parlait avec Sabeth. J'ai tout entendu sans le vouloir. Pas un mot de moi. Elle parlait comme s'il n'y avait que Anna, la mère qui s'était fait des soucis pour Sabeth et se réjouissait que sa fille commençait à se sentir mieux. Puis elle raccrochait. « Comment est-ce que ça va ?» Anna soulagée. « As-tu dit que j'étais ici ?»« Non, » dit-elle. Anna avait une attitude bizarre. Je ne pouvais tout simplement pas croire que Sabeth n'avait pas demandé de mes nouvelles. Tout au moins avais-je le droit, me semble-t-il, de savoir ce qui avait été dit. Ce qui m'a rendu furieux, son sourire, comme si ce n'était pas mon droit de tout savoir. Son éternel argument, c'est mon enfant, ce n'est pas ton enfant. Dis-moi, qu'as-tu à dire à ma fille? Que lui veux-tu au fond? Que s'est-il passé entre vous? Où as-tu rencontré Sabeth? Demanda-t-elle. Sur le bateau? Sabeth avait écrit qu'un monsieur d'un certain âge l'avait demandé en mariage. C'est vrai? Je laissai parler Anna. C'est ainsi une fois pour toutes, dit-elle. Nous ne pouvons pas retenir la vie dans nos bras, Walter. Toi non plus. Je sais, dis-je. Pourquoi cherches-tu à le faire alors? La vie s'en va avec les enfants, dit-elle. Walter, demande-t-elle, quel âge as-tu? Puis sa phrase, qu'elle n'avait pas 100 filles, mais une seule, je le savais bien, et sa fille n'avait qu'une seule vie, comme tout le monde. Je le savais également. Elle aussi, Anna, n'avait qu'une seule vie, une vie ratée, et moi aussi. Est-ce que je le savais? Je lui demandai, pourquoi ratée? Anna fumait, au lieu de manger. Tu es un homme, dit-elle. Je suis une femme. Il y a une différence, Walter. Je n'aurai plus d'enfants. Elle a dit cela 2 fois au cours de la soirée. Mon travail, dit-elle. Tu vois bien, des ruines, des tessons. Ceci est supposé avoir été un vase, de crête. Je recolle le passé. Je ne vois pas du tout pourquoi la vie de Anna serait ratée. Au contraire. Elle trouve naturel que les hommes, dit-elle, soient bornés, et ne regrette que sa propre bêtise d'avoir tenu chacun de nous pour une exception. Elle trouve bête qu'une femme éprouve le désir d'être compris de l'homme. L'homme, dit Anna, cherche le mystère dans la femme. L'homme n'entend que lui-même, selon Anna. C'est pourquoi la vie d'une femme qui cherche à se faire comprendre de l'homme ne peut être que ratée, selon Anna. L'homme se prend pour le maître du monde et prend la femme pour miroir. Le maître n'est pas contraint d'apprendre le langage des opprimés. La femme y est contrainte. Pourtant, cela ne lui est pas utile d'apprendre le langage de son maître. Au contraire, elle ne fait qu'apprendre un langage qui lui donne toujours tort. Où, me demande-t-elle, avez-vous été à Rome? Je lui fais mon rapport.
son regard. Jamais je n'oublierai ce regard. Elle ne disait pas un mot. Je n'osais pas la regarder dans les yeux, quand je songeais, ne fût-ce qu'une seconde, que j'avais tenu Sabeth dans mes bras. C'est-à-dire que Anna, qui est assise devant moi, est sa mère. La mère de mon amante, qui est elle-même mon amante. Raconte-moi, dit-elle, ce qui s'est passé. J'étais étonné de son calme. Dans un sens, les choses avaient repris comme si ces 20 ans n'étaient pas passés. Plus exactement, tout comme si, malgré la séparation, on avait passé tout ce temps ensemble. « Pourquoi voyages-tu avec Sabeth ?» demande-t-elle. « Tu l'aimes ?» J'ai bu mon café. « Depuis quand sais-tu, demande-t-elle, que je suis sa mère ?» Puis notre silence interminable. J'avais l'impression d'être un monstre. Le fait qu'Anna ne pleurait même pas rendait tout encore plus difficile. Je ne sais quand ce soir-là, elle m'avait dit de me taire. Tout devient si petit quand tu en parles. Au fond, nous nous étions déjà dit bonne nuit, et nous étions tous les deux terriblement fatigués, lorsque Anna a demandé encore une fois « Walter, que s'est-il passé entre Sabeth et toi ?» Pourtant, elle le savait très certainement. « Allons, dis-le. » Je ne sais pas ce que j'ai répondu. « Oui ou non ?» demande-t-elle. « Tu m'en veux ?» J'avoue que pendant des quarts d'heure entiers, j'oubliais tout simplement ce qui se passait, c'est-à-dire que cela me paraissait n'être qu'un rêve. On est condamné à mort et on sait que cela ne peut pas être vrai, et qu'il suffit que je me réveille. « 24 heures plus tôt, nous étions encore assis sur l'Acrocorinthe, Sabeth et moi, pour attendre le lever du soleil. Je ne l'oublierai jamais. Nous venions de Patras et étions descendus à Corinthe pour voir les 7 colonnes d'un temple. Sabeth avait trouvé mon idée épatante de continuer ainsi dans la nuit, à pied, et de coucher sous un figuier. Soudain, nous sommes effrayés par la clochette d'une chèvre. Puis de nouveau le silence sur les pentes noires qui exhalent un parfum de menthe. Silence avec des battements de cœur et de soif. Seul le vent dans les herbes, comme si on déchirait de la soie. Vers 5 heures, les premières lueurs de l'aube, comme de la porcelaine. De minute en minute, il fait plus clair. La mer et le ciel, non pas la terre. On voit où doit se trouver Athènes.
La première chaleur, et Sabeth qui m'embrasse, comme si je lui avais tout offert, la mer et le soleil, et tout. Elle est heureuse, dit-elle. Et je n'oublierai jamais la mer qui à vue d'œil devient plus foncée, plus bleue, violette. La mer de Corinthe, la mer Attique. La couleur rouge des champs, des oliviers verts de gris, leurs longues ombres matinales sur la terre rouge. Je verrai toujours Sabeth assise sur ce rocher, les yeux fermés, silencieuse sous les rayons du soleil. Et je n'oublierai jamais Sabeth en train de chanter. Seulement 24 heures plus tard, le même déferlement de vagues, le même soleil, le même vent dans les genêts, sauf que ce n'est pas Sabeth qui se tient à côté de moi, mais Anna, sa mère. C'est ici que vous vous êtes baigné ? Oui, dis-je. C'est beau ici, dit-elle. C'était terrible. Anna debout sur les lieux de l'accident, tandis que je rapportais les faits, avec autant de précision que possible. Je lui montrais le talus et tout. Anna comme un ami, alors que je m'attendais à ce qu'elle, la mère, me maudisse, bien que, objectivement, je n'y suis pour rien dans l'accident de sa fille. Si nous n'avions pas été persuadés que l'enfant était sauvé, nous n'aurions naturellement pas parlé ainsi, sur la plage, ce jour-là. « Tu sais, dit-elle, que c'est ton enfant ? Je le savais. Pourquoi me l'as-tu caché ? Pas de réponse. Nous sommes restés là longtemps encore. Il y a toujours, trouvai-je, un avenir quelconque. Jamais le monde ne s'est arrêté tout à coup. La vie continue. Oui, dit-elle, mais peut-être sans nous. À Athènes, nous avons acheté des fleurs, peu avant 15 heures. Dans la salle d'attente où on nous fait attendre, nous nous doutons encore de rien. Puis arrive le docteur Eleutéropoulos.
le tout en grec, mais je comprends tout. Sa mort, peu après 14 heures. Puis, devant son lit, Anna et moi, on ne peut tout simplement pas y croire. Notre enfant, les yeux fermés, exactement comme si elle dormait, mais blanchâtre comme du plâtre. Son long corps sous le drap, ses mains le long des hanches, nos fleurs sur sa poitrine. Je ne le dis pas comme si je cherchais une consolation, mais vraiment, elle dort. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je ne peux y croire. Elle dort, dis-je. Non pas Anna qui brusquement me crie dessus. Anna avec ses petits poings devant moi, je ne la reconnais pas, je ne me défends pas, je ne les sens pas, ses poings qui cognent mon front. Il est démontré aujourd'hui que la mort de notre fille n'a pas été causée par le venin du serpent. Sa mort est survenue à la suite d'une fracture non diagnostiquée de la base du crâne, causée par sa chute par-dessus le talus qu'une intervention chirurgicale aurait très bien pu éviter. Le vieux pont d'Avignon qui s'arrête au milieu, tout simplement. Sabette à Avignon. Sabette m'indique quelque chose, son expression quand elle s'aperçoit que je filme au lieu de regarder. Le froncement de son front entre les sourcils. Elle dit quelque chose. Son visage qui n'existe plus. Sabette dans le Mistral. Elle marche contre le vent. La terrasse. Des pins dans le Mistral. Sa démarche. Jardin des Papes. Tout voltige. Ses cheveux. Sa robe comme un ballon.
Sa bête près de la balustrade, elle fait signe. Ses mouvements. Sa bête donnant du pain aux pigeons. Son corps qui n'est plus. Ses yeux qui ne sont plus. Sa bête en train de cueillir des fleurs. Son corps qui n'est plus. Sa bête s'entretenant avec un mulet français qui, à son avis, est trop chargé. Elle caresse le mulet. Ses mains qui ne sont plus. Nulle part. Ses bras qui ne sont plus. Nulle part. Son rire que je n'entendrai plus jamais. Sa bête dormant. Sa bouche mi-ouverte, bouche d'enfant. Ses cheveux défaits, son sérieux, les yeux clos. Son visage. Son visage. Son corps qui respire. Sa bête en train de se coiffer. Ses cheveux sont mouillés. Sa tête penchée de côté pour peigner ses cheveux. Elle ne voit pas que je filme. Elle raconte quelque chose tandis qu'elle se coiffe. Sa bête au bout de la jetée. Notre fille morte. Elle chante. Les mains de nouveau dans les poches de son pantalon. Elle se croit toute seule et chante. Mais on ne l'entend pas. Ressac en plein midi. Rien de plus. Anna a toujours su que son enfant la quitterait un jour. Mais même Anna ne pouvait prévoir que sa bête, pendant ce voyage, rencontrerait son père, qui détruirait tout. Être au monde, être dans la lumière, tenir bon devant la lumière, la joie comme notre enfant quand elle chantait.
conscient de m'éteindre dans la lumière, au-dessus des genêts, de l'asphalte et de la mer. Tenir bon devant le temps, c'est-à-dire l'éternité dans l'instant. Être éternel, avoir été. Être au monde, être dans la lumière, tenir bon devant la lumière, tenir bon devant le temps, c'est-à-dire l'éternité dans l'instant. Être éternel, avoir été.